Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue pour ce 18e numéro du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout, mais surtout de n'importe quoi. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque semaine, pour cette nouvelle revue d'actualité cinématographique. Et comme cette fois je suis seul au micro, nous n'allons pas perdre de temps en introduction pompeuse, en palabres, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec la partie bande-annonce qui cette fois n'en concernera qu'une. Mais quelle bande-annonce, puisque nous parlons d'un film qui fera l'événement de la fin d'année 2017, la bande-annonce qui a détrôné celle de Fast and Furious 8 en termes de clics et de vues, rends-toi-tu compte, Marty ? Puisque nous parlons du remake de ça. Et oui, le remake de ça, j'y reviens encore une fois, pardon à tous ceux qui trouvent que j'en fais un peu trop sur ce film, mais rendez-vous compte de ce que cela représente quand même pour tous les gens de ma génération, pour tous ceux qui ont grandi comme moi dans les années 90 et qui ont été émerveillés, terrifiés, traumatisés par le film original de Tommy Lee Wallace qui était sorti en 1991 et qui représente pour beaucoup d'entre nous comme une Madeleine de Proust en fait. Je crois que si on demande à beaucoup de gens de cette époque quel est ton souvenir marquant de l'enfance, je crois que beaucoup de gens répondront ce film-là puisque on le sait qu'il a marqué une génération tout entière. Certains ont même la phobie des clowns pour dire à quel point ça a marqué. Et donc là, forcément, à l'annonce d'un remake sorti bien des années plus tard, c'est limite... Là, on touche au sacré, donc évidemment, on est beaucoup plus attentif. Alors, c'est pour ça qu'avant, il y avait quelques infos qui étaient disséminées ici et là sur Internet, il y avait quelques images aussi, mais là, on a le droit enfin à la première bande-annonce qui était censée, au choix, nous rassurer ou nous inquiéter, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça penche plutôt vers le deuxième choix. Puisque cette bande-annonce est absolument navrante, de bout en bout, de la première à la dernière minute, mais on va s'y attarder plus en détail. Revenons un peu plus en arrière pour présenter un peu l'œuvre. On le sait qu'elle est adaptée, selon moi, du meilleur livre de Stephen King. Ça n'est que mon avis personnel, mais je pense que je ne suis pas le seul à le partager. Et qu'est-ce que ça nous raconte ça ? Ça nous raconte l'histoire de 7 charmants bambins qui se sont eux-mêmes prénommés le gang des ratés et qui vont faire face à une entité maléfique qui hante leur ville de toujours, et qui se présente principalement sous la forme d'un clown, nommé Gripsou. Voilà. Donc on les suit au début dans la phase de l'enfance, pour les retrouver bien des années plus tard à l'âge adulte, en fait, lorsqu'ils apprennent chacun d'eux que le monstre qu'ils avaient combattu étant enfant est revenu. Voilà, donc on connaît tous l'histoire, mais c'est souvent bien de faire des petits rappels. Et donc, forcément, Hollywood étant toujours en manque d'idées, on recycle les vieilles recettes. Ça a toujours son petit intérêt de se dire, tiens, comment ils vont réadapter ça en l'inscrivant un peu plus dans une ère moderne, puisque le livre original qui se passait dans les années 50 se passe maintenant dans les années 80, donc ce qui fait que la phase adulte se passera dans nos années à nous, 2010, 2000 et quelques. Je crois que le principal sentiment qui nous vient après la première vision de la bande-annonce, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. D'emblée, il y a une sorte de magie qui prend pas, alors évidemment... Ça n'est qu'une bande-annonce, c'est juste 1h30 d'images de film, donc c'est peut-être un avis un peu hâtif, mais si vous voulez, j'ai l'impression que les gens qui sont à l'origine de ce remake avaient un amour et un respect certain pour l'œuvre originale de King, mais selon moi, ils ne l'ont pas compris. Et ça se rejoint en fait dans des micro-détails de la bande-annonce qui fait que l'ensemble forme un tout un peu incohérent. Le principal étant sans doute son casting. Je suis désolé, mais c'est déjà un enjeu fondamental. Alors, ça rejoint un peu les travers de cette fabrique à rêve qui est Hollywood en ce moment, où tu as l'impression que tous les mioches en fait se ressemblent maintenant. Tous les mioches se ressemblent, suffit de voir la gueule du dernier Spider-Man pour s'en rendre compte. Et là, en fait, on sent que le casting ne marche pas dès le début, puisque, tout simplement, les mioches n'ont aucune spécificité, ce qui faisait quand même le sel et le cœur du roman original, et du film qui a été magnifiquement retranscrit, puisque nous voyons ces mioches, ce charmant gang des ratés, justement, avec chacun leur particularité. On avait un qui était binoclard, l'autre qui était asthmatique, donc c'était celui qui était censé être plus fragile, l'autre qui était bègue, mais en même temps qui s'affirmait comme chef de groupe, donc il y avait quand même cette dimension un peu d'assurance qui transpirait. Tant et que là, dans le casting, on se dit, mais qui est qui, en fait ?
qui est qui, vous vous ressemblez tous, c'est hallucinant. Vous avez tous l'air de petites choses fragiles, ce qu'ils étaient déjà en fait à la base dans le roman, mais c'était justement cette notion de cohésion de groupe qui allait les renforcer et faire en sorte qu'ils allaient dépasser leur propre fragilité. Et donc là, en fait, on voit le casting original. Alors on se dit heureusement qu'il y a Beverly pour jouer la fille, qui la démarquera des autres, forcément. Mike Hanlon qui jouera le noir, pareil, et Ben Hanscom qui est le garçon un peu bedonnant, tout ça. Bon, ce sont des attraits physiques qui fait qu'on peut les différencier, mais sinon, entre Stanley Uris, Richie Tozier, Bill Denbrough et Eddie Kasprak, j'ai vu le casting et pourtant, croyez-moi que je connais sur le bout des doigts tout ce qui a trait à ces personnages dans le roman. Et là, je dis, mais qui est qui dans votre bordel là? Bon, comme je l'ai dit, c'est un peu le syndrome hollywoodien en ce moment, où t'as l'impression que les mioches qui ressortent sont tous... c'est une machine à clonage en fait, ils ont tous la même tronche, mais bon. Ça, c'est un petit détail, mais qui a son importance, parce qu'il y a un processus d'identification qui est très fort, et en plus, tu fais quand même reposer toute la première partie du film, donc celle à l'âge... celle qui se passe dans les années 80 sur les mioches, donc il faut quand même pas foirer le casting. Ouais, c'est une chose plus importante. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de m'attarder, et qui là me semble beaucoup plus problématique, c'est évidemment sur la gestion de la peur, puisqu'on sait que ça, original, c'est quand même une histoire d'horreur. De toute façon, dès que c'est adapté de Stephen King, on sait quand même où on met les pieds. Et là, j'ai très peur. Et le syndrome de tout ça, c'est évidemment la figure maléfique de Gripsou, qui ne rime à rien, en fait. Et j'ai l'impression que là, c'est là où les gens n'ont pas compris visiblement ce qu'ils adaptaient. Quel est l'intérêt foncièrement du roman ? C'est que justement, nous avons affaire à une série de meurtres et de disparitions qui concernent des enfants. Dans l'œuvre originale, c'est ça, dans le film, c'est très bien retranscrit. Et quel était l'intérêt de Gripsou ? C'est justement qu'il apparaissait sous la forme d'un clown. Et ça, ce n'est pas rien, c'est l'apparition d'un clown, c'est censé être la figure la plus amicale, la plus rigolote et la plus joviale qui soit pour un mioche. Donc c'était pas juste des apparats pour le délire en mode « tiens, on va faire un monstre, c'est un clown ». Non, il y avait justement ce côté amical et avenant qui fait que le piège pouvait se refermer beaucoup plus facilement sur des enfants. Après, en plus, c'était interprété dans le film original par Tim Curry. C'est quand même un acteur d'exception, c'était le mec qui était capable d'un plan sur l'autre te faire passer de la figure totalement joyeuse et amicale à une créature justement beaucoup plus flippante. En un haussement de sourcil, en un rictus, c'était vraiment du grand travail d'acteur. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Ils veulent en faire un monstre, tout simplement. Un monstre, c'est-à-dire ne pas jouer sur les peurs enfantines, mais proposer déjà un monstre qui effraierait les personnes. Et l'un des symboles de ça, c'est évidemment la première scène dans laquelle on suit la mort du petit George Denbrough, qui est donc le frère de Bill Denbrough, le chef de bande, qui était magistral pour tous ceux qui se souviennent du film, en fait, où on voit ce petit garçon qui suit son bateau en papier ruisselant dans les rues de Derry jusqu'à finir dans les égouts, et là, qui récupère le bateau dans les égouts ? C'était ce clown qui apparaît. Et la façon dont ils ont traité l'horreur dans cette scène-là est symptomatique du fait qu'ils n'ont rien compris. Dans le film original, Gripsou apparaît de façon tout à fait charmante. Bon, évidemment, ça court par les rues, un clown qu'on voit apparaître dans les égouts, mais c'était justement ça qui allait piéger George Denbrough. C'était « j'apparais dans les égouts, mais en même temps, je suis un clown, je suis gentil, je souris ». Là, il traite ça sous un mode purement horrifique, c'est-à-dire on a un effet de style, comme ça, qui est censé perturber, bouleverser le spectateur dès qu'on voit le clown apparaître. Et là, tu dis, mais non, justement, ça n'a rien à voir avec la scène. Si un mioche voit ça, un clown apparaît de cette façon dans les égouts, il prend ses jambes à son cou, tandis que là, le travail qui avait été fait sur l'image du clown dans le film original était tout autre, et évidemment, marchait bien mieux, puisque un méchant n'est jamais aussi génial que lorsqu'il a l'air sympathique. C'est ça qui le rend encore plus cruel et terrifiant. Et là, justement, ils en ont fait un monstre. Et pour moi, ça ne marche pas. C'est aller totalement en plus à l'encontre de ce que se représentait Stephen King dans le livre original, puisque quand on sait que King, pour écrire ça, s'est inspiré d'un tueur en série qui s'appelait John Wayne Gacy, qui a son passif, malheureusement, un bon nombre de morts d'enfants. Il a tué beaucoup d'enfants, mais qu'est-ce qui faisait, entre guillemets, le sel, entre guillemets, de ce tueur en série ? C'était, en parallèle avec ses activités criminelles, malheureusement, il animait aussi des goûters d'anniversaire de ses voisins, où il venait déguisé en clown. Voilà, c'était ça l'intérêt. C'est pour ça que Stephen King a fait apparaître ça, ou Gripsou, sous la forme d'un clown. C'est justement parce que
C'est l'image qui est censée être la plus rassurante pour un enfant. Là, non, ils en font un monstre. Ça foire. Et en même temps, le ton de certaines scènes foire considérablement quand on voit Bill Denbrough qui prépare le bateau en papier pour son petit frère et il lui donne et le petit frère lui tombe dans les bras en disant merci Bill, t'es mon meilleur ami, tout ça. Il y a des trucs qui collent pas. Alors peut-être qu'on a tellement la version du film original où justement là c'était génial parce qu'on sentait qu'il y avait un truc qui collait beaucoup plus, qui était beaucoup plus crédible quand Bill lui donne son bateau et que George lui fait un bisou et dit attends, je te file ton bateau, c'est bon, n'en fais pas trop, arrête de me coller, ça machin, maintenant tu prends ton bateau et tu files. Tout ça sonnait mieux, là on a l'impression d'être dans du déjà-vu hollywoodien, l'accolade entre frères et sœurs, quand est-ce que quelqu'un a vu ça, quoi. En plus, souvent c'est ce que ça veut dire, les accolades dans les films d'horreur, c'est en gros, c'est la dernière fois que je te vois, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui malheureusement font que la sauce prend pas. Et j'aimerais me tromper, mais honnêtement, je crains qu'il n'y en ait pas grand-chose à attendre, et qu'on ne vienne surtout pas me dire qu'il s'agit d'un argument de vieux con aigri qui aurait été encore dans la nostalgie du premier film, parce que j'ai beau vénérer et adorer ce film, qui, rappelons-le, de base n'était qu'un téléfilm, donc ça rend la chose encore plus magique d'avoir réussi à impacter les gens à ce niveau-là pour un téléfilm, mais bien que je vénère l'œuvre originale, je suis le premier à dire qu'il y a moyen de faire largement mieux. En termes de technologie, en termes de budget, si on donne les budgets d'un long métrage pour le remake de ça, il y aura moyen de faire beaucoup mieux sur les effets spéciaux, parce que c'est vrai que le premier peut paraître un peu kitsch quand on le regarde, mais il y a moyen de faire mieux, et surtout quand on sait à quel point ils ont dû édulcorer le roman original de Stephen King, qui est, mais en termes d'horreur, mais 100 fois pire que ce qu'on peut imaginer. S'ils reprennent certaines scènes, il y a moyen d'avoir vraiment un porte-étendard du cinéma d'horreur. Malheureusement, je crains que ce soit un film basique, hélas. Revoyez plutôt le film de Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace, qui, je le rappelle, pour certains incultes, c'était l'assistant réalisateur de Carpenter, de John Carpenter. Donc, vous comprenez aussi pourquoi ce film a tant marqué. C'est parce qu'on n'a pas confié le bébé à n'importe qui, et Tommy Lee Wallace a été à très 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 bonne école. Donc voilà, malheureusement je risque de m'attarder encore beaucoup sur ce film, pour toutes les infos qui seront à venir, sans en attendre beaucoup, mais je serai évidemment, comme je l'ai dit avant, devant la salle, parce que voilà, c'est la nostalgie, c'est les films de l'enfance qui remontent à la surface, qui ne flottent pas comme les ballons, comme dirait Gripsou, mais voilà, il y aura forcément un petit pincement au cœur, en espérant que le résultat soit beaucoup plus à la hauteur que ce que la bande-annonce nous promet, et hélas, elle nous promet pas grand-chose. On passe tout de suite maintenant aux infos en vrac. Alors là aussi, avec une autre figure mythique du cinéma qui a marqué une génération, un peu plus ancienne celle-ci, puisque nous parlons de Predator. Predator, donc, qui après être passé sous la houlette d'un réalisateur de génie qui était John McTiernan, a connu quelques tourments. Hélas, il s'est fait... Non pas que le Predator 2 était mauvais, mais on sentait qu'il n'y avait pas du tout le génie de McTiernan au niveau de la réal, même si le film était honorable et pouvait se voir comme quelque chose d'assez fun, mais bon, c'était pas évidemment à la hauteur du premier. Il y a eu ensuite cette catastrophe que je préfère ne pas nommer, qui s'appelait Alien vs Predator. Tous ceux qui aiment et la figure de l'Alien et celle du Predator savent quelle souffrance ça a été, mais ça n'était rien en comparaison à Predators, qui était sorti, je crois, en 2006, si je ne m'abuse, enfin dans les années 2000, chapeauté par un Robert Rodriguez totalement à la ramasse, mais bon, à la limite, dire ça n'est qu'un pléonasme, et qui, on espérait un retour, de toute façon on savait qu'il arriverait, et là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Schwarzenegger, qui était visiblement du projet, claque la porte parce il aurait été un peu échaudé par le script en question et le rôle qu'on lui donnait. Alors, il faut savoir que Schwarzenegger, c'est pas vraiment son année au bonhomme, puisque déjà il claque la porte de Predators, on apprend qu'il serait sans doute pas du casting d'Expendables 4, puisque son copain Stallone a décidé lui aussi de mettre les voiles, et que le grand retour de Conan était au point mort. Alors, disons que dans la hiérarchie de ces nouvelles concernant la Miche Fardy, je mets finalement celle concernant le Predators dans la catégorie des bonnes nouvelles. Alors que
Conan qui sera en poids mort, ça aurait été dommage, puisque je pense qu'il y avait un truc vraiment bien à faire. S'ils enquillent un peu dans la logique qu'avait eu Frank Miller quand il a remis au goût du jour Dark Knight dans son fameux comics indémodable où il présentait un Bruce Wayne et un Batman vieux. Et là, il y avait un truc sympa à faire avec Conan, puisque Schwarzy quand même n'est plus tout jeune, et donc présenter un Conan vieillissant, ça aurait été sympa, ça aurait eu de la gueule. Maintenant, le voir revenir se battre contre le Predator, quand bien même ce fut que pour un caméo, peut-être que son personnage se serait fait buter ou pas, on sait pas, mais je sais pas, il y a un truc qui est pas sain, d'autant que Schwarzenegger et le Predator, ça n'a pas la même relation, par exemple, qu'une Sigourney Weaver et Ellen Ripley pour Alien, si vous voulez. Ripley et Alien, c'est quand même un duel qui a traîné sur 4 films. On annonce du coup le 5e, qui se fait toujours pas, mais tandis que Schwarzenegger, c'était justement un coup magistral, mais c'était un seul coup. Voilà, il y a eu une confrontation entre Schwarzenegger et le Predator. Donc là, vouloir le faire revenir absolument pour la suite, ça aurait été pour moi quelque chose de trop louche pour être honnête, malheureusement. Est-ce qu'on peut considérer de toute façon que les remakes qu'on se tape aujourd'hui sont pas trop louches pour être honnête? Tout dépend, et croyez-moi que ce n'est pas la présence de Shane Black à la réal qui était censé me rassurer, puisque beaucoup justement trouvaient ça génial qu'on fasse revenir Shane Black. Alors Shane Black, pour les néophytes, c'est un scénariste qui s'est fait avant tout connaître dans les années 80-90 avec les scripts très fun des L'arme fatale, Le Dernier Samaritain, qui s'était mis à la réal notamment, il s'était fait très remarquer avec un film qui s'appelait Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. Alors après, c'est vrai qu'il s'est attelé au 3e volet d'Iron Man. Bon là, c'était un peu plus délicat. Et The Nice Guys récemment, alors beaucoup de gens l'ont trouvé très fun. L'est-il, mais faut être honnête, l'histoire tenait sur un post-it, donc voilà, c'était Shane Black qui était annoncé à la réalisation, et on s'est dit, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, puisqu'il a été directement plus ou moins lié au premier volume de Predator, donc il y avait ce côté de dire, on confie pas le bébé à n'importe qui, un peu comme George Miller et Mad Max, mais bon, Shane Black, quand tu le canalises pas vraiment, quand tu lui laisses un peu faire n'importe quoi, ça donne quand même Iron Man 3, quoi. Donc faut faire gaffe. Moi, je prenais pas cette décision avec plus d'enthousiasme que ça. Bon, du simple fait qu'en plus, ils aient voulu faire revenir Schwarzenegger, pour moi, qui est une connerie. C'est soit tu pars sur de nouvelles bases, mais n'essaye pas de te raccrocher à des choses, histoire de faire une espèce de continuité qui aurait lieu 30 ans après le premier. Non, ça n'a aucun sens, c'est vraiment racler les fonds de casserole pour essayer de trouver encore quelque chose de potable à se mettre sous la dent. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour que Schwarzy soit échaudé par un script, alors qu'il a quand même accepté celui de Terminator 5, faut vraiment que celui-ci soit ou très mauvais, ou alors qu'il ne donne pas toute l'aura que Schwarzy estime encore avoir. C'est dommage. Mais bon, là aussi, pareil, il n'y a pas de raison d'y croire, c'est juste que c'est cet aspect nostalgique de dire, on va remettre au goût du jour une figure mythique du cinéma, comme Gripsou dernièrement, comme Alien qui va sortir bientôt, comme Predator, enfin voilà, quoi. C'est très dur aujourd'hui de créer une nouvelle icône, hein. Je pense que si on remonte assez loin, il n'y en a pas beaucoup, hélas. Alors là aussi, autre icône du cinéma, mythique, mais qui cette fois touche de multiples générations, puisque nous allons parler de James Bond. Alors James Bond, c'est l'icône des générations des années 60, 70, 80, enfin chacun a son petit James Bond, hein. Chacun a sa période préférée de James Bond. Ayant grandi avec celle de Pierce Brosnan, je peux vous assurer que ce n'est absolument pas celle que je préfère, loin de là. Mais là, nous parlons de celle qui évidemment fait suite à Pierce Brosnan, qui était celle de Daniel Craig. Et qu'apprenons-nous que pour le prochain James Bond, celui qui va remplacer Daniel Craig n'est autre que Daniel Craig lui-même. Mais quelle surprise. Alors bon, c'est vrai que il y avait un peu un doute sur le fait de voir Daniel Craig rempilé pour un dernier James Bond, un 5e après Spectre, qui, quand on regarde le film, avait plus ou moins l'air de sonner comme la fin de l'ère Daniel Craig. Je ne vais évidemment pas raconter le film dans les détails, mais voilà, on s'était dit, tiens, fin d'un cycle, c'est bon, ils enquilleront avec un nouvel acteur prochainement. Je pense que
Un petit chécos un petit chécos avec plein de zéros derrière a fini par convaincre Daniel Craig de rempiler. Et je crois que c'était surtout le fait que les producteurs étaient en plein doute sur l'acteur potentiel à reprendre la succession. Alors beaucoup de noms se sont succédés. Idris Elba notamment, évidemment un noir pour incarner James Bond, ça sentait bien le coup marketing. Il y avait Fassbender qui était évoqué, il y avait Tom Hiddleston qu'on trouvait un peu trop frêle. Et donc finalement, Daniel Craig rempile. Ce qui n'est pas une surprise puisque justement par rapport au calendrier qui était prévu, où normalement il me semble que les producteurs annoncent bien en amont, avant le dernier film de l'acteur en place, qui sera le successeur de James Bond, puisqu'il me semble que quand Daniel Craig a été annoncé pour prendre la succession de Brosnan, le dernier film de Brosnan n'était pas encore sorti, donc il y avait cette volonté un peu d'anticiper les choses. Mais là, ouais, clairement, ils sont en plein doute. Et en même temps, les gens ont tellement adulé la période Craig qu'ils ont dû se dire, ce serait dommage de pas essayer de tirer encore un peu comme on tire l'épi d'une vache pour voir s'il n'y a pas un peu de lait qui reste, quoi. C'est vraiment, restons sur le fantasme de l'ère Craig qui a plu à beaucoup de gens. Ce qui n'est absolument pas mon cas, je tiens à le dire, puisque pour moi, l'ère Daniel Craig ne tient que sur l'heure et demie, la première heure et demie de Casino Royale. Où là, vraiment, on sent un changement de ton. On a un James Bond beaucoup plus bourrin, beaucoup plus affirmé, moins dans l'apparat, moins dans le côté grand guignol, ce qui était déjà pas plus mal, mais voilà, à partir du moment où il se passe un événement important dans Casino Royale que je ne dévoilerai pas, là, on tombe sur ce qui est pour moi la principale problématique de l'ère Craig, c'est son manque d'iconisation. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire de James Bond cette espèce d'agent indestructible, on l'a ramené à un mec normal. Ce qui peut avoir un bon côté, parce que finalement, c'est bien de faire en sorte de montrer parfois ses failles, c'est bien de montrer les failles d'un personnage, c'est bien de montrer des scènes d'introspection, des scènes où il doute, des scènes où il se pose des questions, où il remet un peu sa vie en compte et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés trop dans cette voie-là, quoi. Et à force, James Bond, clairement, il nous emmerdait, quoi, avec ses états d'âme, toujours à pleurnicher, tout ça, bon. Je dis pas que la période Brosnan, où là, t'avais l'impression que c'était un super-héros totalement indestructible, c'était mieux. Mais je pense qu'il y avait un juste milieu à trouver, qui d'ailleurs ressemblait beaucoup plus à la période Timothy Dalton, pour être honnête, c'est une période que j'adore. Mais celle de Craig, je vois vraiment pas les éloges qu'elle mérite, mis à part qu'il y avait, pour le coup, un vrai travail sur la mise en scène, quand on voit des films comme Skyfall et même Spectre, où là, on l'avait confié à Sam Mendes, on peut dire qu'il y avait... On sortait du ridicule de certains exécutants, qui étaient de très bons faiseurs, mais qui n'avaient pas une patte artistique affirmée. Là, on l'a donné à des réals confirmés, mais j'ai l'impression que le truc n'a jamais vraiment pris, quoi, et que finalement, de l'ère Craig, on va pas se souvenir des meilleures choses, hélas. Ça aurait pu, mais ça n'a pas pris. Donc là, on va se taper un 5e film avec lui, qui sera dans la lignée des autres, hélas. Bon, si vous me permettez mon avis, je dirais que pour le prochain James Bond, et Dieu sait que je sais qu'il n'en a absolument pas besoin dans sa carrière qu'il est en train de mener, mais un petit Tom Hardy sous stéroïde me paraîtrait pas la plus mauvaise des idées, parce que c'est un mec avec une gueule burinée, il en impose déjà niveau charisme, et comme c'est un peu un mec bourrin, Tom Hardy, qui s'embarrasse pas parfois des scènes de comédie ou des scènes de séduction, on aurait vraiment ce côté un peu James Bond des bas-fonds, quoi, l'orphelin de Londres qu'on aurait tiré, qu'on aurait mis agent du MI6 pour aller castagner la gueule de tous ceux qui l'emmerdent. Évidemment, Tom Hardy, à l'heure actuelle, n'en a pas besoin, puisqu'il mène sa carrière de main de maître, il n'a quasiment fait aucune fausse note dans sa filmographie, mais l'idée, comme ça, de le voir enfiler le costume de James Bond pourrait être pas mal. Sinon, il y a la possibilité de donner ça à un acteur totalement inconnu, mais il faudra faire monter la sauce bien avant, je ne sais pas encore qui pourrait l'être. Alors, on va retourner dans nos contrées très françaises, avec cette fois une polémique. Polémique, et oui, le cinéma en regorge aussi de temps en temps, mais elle concerne un film français. Waouh, un film français. Elle concerne le film de Kev Adams qui s'appelle Gangsterdam. Ah, là, vous sentez qu'on est dans le haut niveau, là. Là, on touche le haut du panier, là. Non, je déconne, évidemment. Alors, je n'ai pas vu le film, pardonnez-moi, j'ai pas forcément 1h30 de ma vie à consacrer à ça. Vous me pardonnerez, j'espère. Excusez-moi, vraiment. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que circule sur Internet une pétition demandant à interdire le film.
Alors, ce n'est pas eu égard de ses qualités cinématographiques qu'on interdit le film, ça serait trop beau, mais parce que il y a une petite polémique qui est à l'intérieur de ce film, puisqu'à un moment donné, l'un des protagonistes du film parle de viol cool. Oh, mais comment ose-t-il? Alors, il se trouve que dans le film, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai lu certains échos, il se trouve que ce personnage-là est dépeint de base comme un personnage antisémite, homophobe et raciste. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est le personnage repoussoir typiquement issu des comédies françaises sur lequel tous les personnages principaux vont déverser leur bile, leur haine et qui va un peu subir tous les coups. Donc finalement, c'est pas très étonnant de le voir prononcer une phrase comme viol cool. On va lui faire un viol cool. Bon. Mais visiblement, ça plaît pas à beaucoup de gens. Et donc une pétition circule en ce moment sur Internet pour demander l'interdiction du film. Retenez bien ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce qui est bien avec le Grand Nimp, c'est que parfois, les émissions se font écho les unes aux autres. Et vous vous souvenez sans doute de cette émission où je recevais mes amis Édouard et Bruno, et dans laquelle nous parlions de la pétition, plutôt de la démarche de certaines associations catholiques qui voulaient ramener Sausage Party, le fameux film de la partouze alimentaire qui a fait tant parler d'elle, et dont certaines assos voulaient ramener la classification du moins de 12 au moins de 16, estimant qu'il fallait protéger une certaine jeunesse. Et donc, si vous voulez, ce qui est marrant, c'est qu'on disait à l'époque, bah ouais, mais tous les journaux qui ont traité cette affaire ont traité justement ces associations comme étant des adeptes de la censure, des pourfendeurs de la liberté d'expression et tout ça. Et à l'époque, on avait dit, oui, mais c'est marrant, c'est que quand ça vient des camps d'en face, c'est-à-dire les féministes qui se plaignent du traitement de la femme dans 50 nuances degrés, là, au niveau de la presse, ça passe. Personne n'y trouve à redire. Et donc là, on y est en plein dedans. Parce que, quand bien même je ne défendrai pas plus que ça Gangsterdam, ce n'est pas mon but, mais je ne crois pas qu'en faisant dire à un personnage on va lui faire un viol cool, qu'on légitime ou qu'on fasse une apologie du viol. Ça me paraît totalement aberrant. Et donc là, finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette pétition qui demande l'interdiction du film, c'est très important. Pour Sausage Party, il ne s'agissait pas d'interdire le film, mais juste de le ramener à une classification qui pourrait éventuellement préserver une certaine jeunesse. Là, il parle carrément d'interdire le film. Donc au niveau censure, je pense qu'on est au-dessus du plafond, là, tu vois. Et donc là, comme je le démontrais, les journaux qui relayent ça, les journaux spécialistes, pour eux, il n'y a absolument pas de problème. Et c'est là où, pour moi, je vais faire un peu de politique, mais c'est à un moment donné, pour moi, ce que représente l'escroquerie « Je suis Charlie ». Bon, on va pas raviver des souvenirs sensibles, mais si vous voulez, l'escroquerie Charlie, c'était ça, en fait. C'était, on est pour la liberté d'expression, il ne faut absolument pas de censure, mais il faut que ceux qui puissent se permettre ce genre de choses soient de notre camp. Sinon les autres, évidemment, on les fait passer pour des censeurs, pour des intolérants, pour des réacs, tous les arguments qu'on peut entendre ici et là. C'est toujours ce deux poids deux mesures qui est insupportable, en fait. Parce qu'en fait, on sait comment fonctionnent les médias, on sait qu'ils ont leur lubie, et donc là, finalement, personne vient se plaindre à l'appel à la censure quand bien même ça concernerait un film comme Gangsterdam, quand bien même ça concernerait un film avec Kay Adams, personne n'y trouve à redire quand ce sont des sujets qui plaisent à l'idéologie dominante. Donc là, oui, on parle de viol cool, bon, c'est con, je pense pas que ça fasse rire sur le coup. Est-il besoin d'interdire pour ça? Je ne le crois pas. C'est il faut être à un moment donné cohérent. C'est soit on est pour interdire tout, soit on laisse tout dire. Mais pas quand ça nous arrange. Mais bon, il n'y avait pas de quoi s'étonner. Et là, ce qui est marrant, c'est que finalement, la seule chose qui mériterait pour moi vraiment de s'interroger, c'est de savoir pourquoi un film qui, sur le papier, n'a pas l'air drôle, qui je ne pense pas que dans les faits le soit, ait pu trouver autant de financement, ait pu trouver autant d'écho, alors qu'il y a évidemment bien d'autres films français qui mériteraient bien plus que Gangsterdam un bon coup de projecteur, histoire de leur faire briller dans la lumière, et leur faire avoir un succès qu'ils mériteraient, pourquoi pas. Mais bon, affaire à suivre donc. Alors par contre, on va essayer de pas finir sur une mauvaise nouvelle, puisque là, je suppose une nouvelle qui va ravir beaucoup d'entre vous, et beaucoup de ceux qui attendent un renouveau du cinéma français.
On l'attendait, c'est enfin annoncé, Alexandre Astier a dit qu'il y aurait une trilogie Kaamelott qui était en préparation, après moult tergiversations, rendez-vous compte, on va enfin la voir. La série phare d'M6 qui aura tant fait rigoler son monde avec son lot de répliques cultes, avec ses personnages tous aussi barrés les uns que les autres, et donc là ça y est, Alexandre Astier nous annonce une trilogie qu'on attendait, et qui serait en train de se faire. Alors évidemment... ça va pas arriver dans l'année, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'est déjà un espoir qu'on a, parce qu'évidemment, avec Astier, on n'est pas dans l'humour à la Kev Adams, loin de là. On est dans dans tout ce qu'on adore, et en même temps, dans tout ce qu'on adore dans l'humour, et en même temps, il faut bien reconnaître que ça va représenter l'un des plus gros paris du cinéma français, clairement, parce que on se souvient tous, par exemple, de l'adaptation, pour le coup pas terrible, de Caméra Café. Il y a ce risque aussi, c'est que quand on sort d'un format qui fonctionne très bien sur 5-6 minutes, faire passer tout ça en long métrage, il y a quand même un gros risque. Alors est-ce qu'Astier va être à la hauteur niveau réa ? Au début, on pouvait avoir quand même certains doutes, parce que la logique de réalisation de Kaamelott, elle est basique, ça se base principalement sur du chant contre chant. Les blagues tombent à un rythme très juste, mais voilà, il y avait vraiment que sur la saison 6 de Kaamelott, il me semble, où là on passait un peu plus du format téléfilm, et comme c'était Astier qui réalisait, donc là on voyait qu'il pouvait se sortir un peu de cette prison qu'imposait le cadre d'une mini-série, encore que ça restait sous une logique, comme je le disais, de téléfilm. Depuis, Alexandre Astier est passé à la réa avec David et Madame Hansen, qui avait hélas pas trouvé son public. Donc voilà, il y avait un peu ce doute pour se dire, est-ce qu'il sera à la hauteur sur un film d'1h30, 1h40, avec les moyens cosmiques dont il disposera. Alors heureusement, depuis, Astérix est passé par là, et là on a vu qu'Astier, niveau réa, il était secondé de Louis Clichy, mais je pense que Louis Clichy, ça concernait beaucoup plus la partie animation, mais on a vu qu'en termes de réalisation, Alexandre Astier avait toute légitimité pour faire une grande histoire populaire avec un personnage lui aussi mythique comme Astérix, et donc il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même avec Kaamelott. En tout cas, on croise les doigts en espérant que ça va se faire, puisque ce serait bien qu'un jour on sorte des trilogies que sont Les Bronzés ou Les Ripoux ou Camping, et qu'on aille vers autre chose au niveau de la comédie. Espérons, croise les doigts avec toi Alex en tout cas. Avant de conclure ce grand nimp, on va passer cette fois au petit film de la semaine. Au petit film de la semaine que je recommande. Alors là, c'est un film, faudra vite en profiter parce qu'à mon avis, il va pas rester dans beaucoup de salles. Il s'agit du Serpent aux 1000 coupures. Le Serpent aux 1000 coupures. C'est un titre plus poétique qu'il n'y a pas. Mais en fait, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il s'agit du nouveau film d'Éric Valette. Alors Éric Valette, c'est peut-être un réal pareil qui sonne pas forcément aux oreilles de ceux qui nous écoutent, mais c'est un de ces réalisateurs qui, comme beaucoup d'autres avant lui, est allé dans la catégorie du film de genre français. On se souvient tous de cette ovni que représentait Maléfique, son premier long métrage. Maléfique, pas cette merde de Disney, Maléfique, le film français, avec un Clovis Cornillac affublé d'une prothèses mammaires, mais des plus gigantesques possibles. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Malheureusement, comme beaucoup d'autres réals français avant lui, il a dû s'exiler aux États-Unis parce qu'il ne trouvait pas de moyens pour faire son nouveau projet en France. Il a été à l'origine, je crois, du remake d'un film de Takashi Miike qui s'appelait One Miss Cold, qui n'a pas été un grand succès. Il est revenu en France avec deux bons films. Une affaire d'État qui est un très bon film politique que je recommande. C'est assez rare que le cinéma français est dans ce genre-là aujourd'hui. Et La Proie qui était, on va dire, plus bancale, mais qui se regardait, qui était assez sympa, avec un Dupontel toujours excellent comme à son habitude. Et donc là, après quelques épisodes de séries télé, notamment pour Braco, je crois, Éric Valette revient à la réal d'un long métrage. Et donc voilà, on retrouve Thomas Sisley sorti de sa période de Largo Winch pour un polar bien nerveux et bien bourrin que je ne peux que vous recommander, puisque je ne cesse de le répéter, il faut soutenir ce genre de film si vous ne voulez pas que tout soit conditionné, tout soit cloisonné entre d'un côté la comédie ou le film d'auteur. Il faut soutenir ces petits projets comme ça, leur faire prendre la lumière, comme l'a dit Simon la dernière fois, faire en sorte que l'étincelle devienne une mèche, ou je ne sais plus quoi, de toute façon, il en dit des conneries parfois, mais voilà, en tout cas, je le dis avec mes mots, soutenez ce genre de projet, c'est très important pour avoir une meilleure
pluralité, une meilleure diversité des films français, ça me paraît très important. Et ce qui est important les amis, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau Grand Nimp. En attendant, n'oubliez pas que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, alors profitez-en. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune importance. C'est moi qui vous aime, et